Mais ça, c'est des dessins qui sont possibles parce qu'il fait 0 ou moins 5. Donc c'est tout à fait supportable, surtout que c'est très sec. Après, les dessins sur la banquise, enfin sur la calotte de glace ou pendant le raid, c'était quasiment impossible. D'une part, parce qu'on roulait toute la journée et après on faisait le plein, donc la marge pour dessiner était quand même assez mince. Et puis surtout, dessiner par moins 30, moins 40, c'est pas possible. C'est-à-dire que vous avez déjà les outils lâches. C'est-à-dire que je ne peux pas faire d'aquarelle, évidemment. Je ne peux pas faire de feutre, je ne peux pas faire même je pensais que les crayons, les pastels gras pouvaient tenir encore, mais pas du tout. Même les pastels gras éclatent. Voilà, il fait tellement froid. Donc il y a juste le crayon, mais l'air est tellement sec que même le crayon adhère assez mal. Et puis le fait, même si on est bien couvert, le fait d'être assis dans la neige pendant ne serait-ce qu'un quart d'heure, là je suis congelé. Donc c'est pas possible. Donc il y a des dessins qu'on voit dans le livre, dont j'ai fait le crayon sur place, mais par contre j'ai fait la couleur au chaud après. Voilà, donc ça c'est... Mais pour moi ce qui est important c'est que les croquis soient faits dans le temps du voyage. Un autre exemple, celui-ci par exemple, ça c'est le dessin du Marion que j'ai fait sur le port de la Réunion, et il s'est mis à pleuvoir. Et avant que l'aquarelle sèche, donc c'est ce qui explique le truc. Puis finalement, ça donne un truc qui est assez amusant. Alors, il y a une chose si vous avez feuilleté l'album, ou lu l'album, il y a une petite chose avec le lien, c'est là que j'y tiens, c'est le petit manchot qui est dessiné dans l'album, ici, le petit manchot en boulon. C'est un cadeau qui m'a été fait par les mécanos de l'astrolabe. Il m'avait demandé, pendant ces longues journées où on était bloqué dans la glace, on n'avait pas grand-chose à faire, si je pouvais peindre. Ils avaient une petite table dans les machines qui leur servait à boire leur café et à jouer aux cartes. Ils m'avaient demandé de faire un dessin. J'ai fait ce dessin et pour remercier, ils m'ont donné ce petit manchot qu'ils avaient fait eux-mêmes avec des boulons. C'est des boulons, c'est des morceaux de... vous avez alors les pieds, je ne sais pas. Oui, c'est ça que je regardais. C'est des rondelles en fait. À l'intérieur des locaux, est-ce qu'on a... Donc ça c'est Concordia. Ici, quand on est arrivé dans l'exposition à Concordia, on voit l'impression que c'est un peu une activité, il y a les hommes en rouge et les hommes en bleu. Donc en fait, comme vous voyez là, nos vêtements de l'Institut scolaire en bleu. Et comme c'est une station binationale, il y a des Italiens, des Italiens, des compositions. C'est vrai que c'est un moment très fort. Et c'est vrai que quand on voit cette station au loin, quand on a roulé pendant 12 jours sans rien voir, c'est un moment extrêmement fort. Et on a vraiment l'impression, enfin moi je suis arrivé là-bas, j'étais euphorique, mais je ne sais pas, c'était... je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement lunaire, effectivement, à arriver sur cette endroit. Et là, donc, ce qu'on voit là, ce sont ce qu'on appelle les shelters, donc qui sont des abris, dans lesquels, autour de la station, il y a le matériel de mesure, différentes recherches. Et là, certains shelters sont enterrés parce qu'ils ont été recouverts par la glace avec les années, puis les blizzards, en fait, qui ont petit à petit recouvert les shelters. Donc, on a creusé dans le toit des abris, des trappes pour pouvoir rentrer dedans. Et puis là-haut, là, ce qu'on voit, c'est que chaque matin, en fait, il y a un préposé au lâcher de ballon. Chaque matin et chaque soir, il lâche un ballon sonde pour faire des ballons météo, pour faire des prélèvements météo. Et c'est vrai que, d'où l'importance de ces stations, parce qu'on a très peu d'éléments de mesure en Antarctique, puisqu'il y a uniquement 3 stations permanentes implantées sur le continent. Il y en a une quarantaine autour du continent, et il y en a uniquement 3 à l'intérieur du continent, ce qui fait qu'on a très peu de mesures, et ces mesures sont très précieuses, donc il y a chaque jour des lâchers de ballons. On a mis un sismographe et qui permet d'enregistrer en fait tous les impacts, tous les mouvements terrestres.
L'avantage en Antarctique, c'est que Concordia, enfin dans cet endroit-là, Concordia est très très éloigné de la mer, donc on n'entend pas la rumeur des vagues qui pourrait perturber cette écoute, et on est très très loin aussi de toute activité humaine. Donc ce qu'on entend, c'est on sait quand les avions se posent, etc. Mais on entend, paraît-il en Antarctique, on peut entendre des essais nucléaires sur la planète, on entend les météorites qui tombent, on peut entendre des choses qui sont très très éloignées, même sur l'hémisphère nord. Et donc cette glace Sismo, cet appareil est installé donc, dans la glace, et on utilise ce couloir pour y accéder. Il y fait -50, et c'est ce que j'expliquais, parce que certaines personnes me demandaient comment on fait pour prendre des photos par cette température. On ne fait pas des photos très longtemps, parce qu'avec l'humidité, en fait ce qui pose problème, c'est bien sûr la température qui décharge les batteries, mais surtout les températures qui avec les effets de condensation, il y a la glace qui se dépose sur l'écran, sur le viseur, sur l'optique, ce qui fait qu'on ne voit plus ce qu'on fait. Et surtout, on ne peut plus faire de mise au point parce que les graisses des optiques gèlent. Donc du coup, c'est très très difficile de travailler dans ces conditions-là. Il y a une option aussi, c'est d'avoir plusieurs boîtiers, plusieurs appareils photo pour pouvoir changer d'appareil photo toutes les 5 ou toutes les 10 minutes. Mais en tout cas, on ne travaille pas très très longtemps dans ces endroits. Plus les températures chutaient, et plus on avait de pannes qui se multipliaient. Et apparemment, il y avait un problème de... Alors, au départ, c'était un peu interprété comme un problème de livraison dans le gasoil qui aurait dû être déparaffiné. Et donc la paraffine gèle, et ce qui empêche ce qui crée beaucoup de pannes. Et paraît-il qu'au retour du raid, ils ont dû mettre le feu sous les cuves à gasoil pour pouvoir continuer à avancer. Ils font ça en Roumanie. Et c'est vrai que c'est étonnant parce qu'ils doivent absolument trouver des solutions. Il n'y a aucune aide extérieure sur laquelle ils peuvent compter, donc il faut être totalement autonome. Et ce problème de glace dans le gasoil bouchait les filtres à air. Et ils ont installé un système de tuyaux qui passait directement du réservoir au moteur sans passer par les filtres à air. Donc vous imaginez, on est en Antarctique avec des machines extrêmement performantes, avec un tuyau qui part du réservoir au moteur, qui est avec des gros morceaux de scotch gris, vous voyez. Et c'était ça, on trouve des solutions. Jusqu'à faire ces bricolages improbables, c'est fascinant. Ils étaient, en plus d'un optimisme toujours, c'était jamais catastrophique, il faut trouver une solution. Et c'est terminé. Et voilà, et beaucoup nous ont dit, alors, il y a une espèce de phase de dépression souvent, parce qu'ils arrivent, certains recommencent à travailler dans l'univers professionnel dans lequel ils travaillaient, et tout d'un coup ils sont replongés dans la vie réelle, à aller faire leurs courses, à prendre leur voiture, à aller chercher de l'essence, et après avoir vécu une expérience quand même où ils ont énormément de liberté, et où ils vivent les uns avec les autres, quoi. Et c'est vrai qu'il n'y a rien derrière. Et ça, on l'a entendu à plusieurs reprises. Oui, en fait, ce qu'il dit souvent, c'était ce qui est très dur en trance, c'est de se retrouver seul dans sa chambre le soir. Alors qu'en Antarctique, sur les bases, à aucun moment, ils sont seuls. Mais quelques heures après, on ne voyait pas, je ne sais pas faire de dos, de toute façon. Là, on rentre dans un autre univers. Oui, voilà, on ne peut pas aller faire la chose. Le réchauffement climatique a eu lieu là. Vous avez avant, après. Ouais. Donc ça n'a pas grand-chose à voir avec les terres australes ou antarctiques. C'est néanmoins une autre terre de désolation, puisqu'il s'agit de Tchernobyl. Je suis allé à Tchernobyl en 2008, à l'origine pour réaliser un carnet de croquis destiné à être vendu au bénéfice d'une association qui fait venir des enfants contaminés en France. Ça s'appelle les enfants de Tchernobyl. Et donc j'ai été en résidence dans un petit village à proximité de la zone interdite pendant une quinzaine de jours. Et donc le carnet de voyage est sorti en 2008.
Mais c'est un voyage qui m'a tellement marqué que j'ai eu envie, quelques années après, d'en faire une bande dessinée, qui raconte cette résidence, ce périple, qui raconte pourquoi je suis parti de Tchernobyl, et qu'est-ce que j'y ai découvert. Et c'est vrai que c'est un voyage qui m'a tellement marqué, enfin beaucoup marqué parce que je crois que je me faisais une certaine idée, comme nous tous, de ce que j'allais trouver à Tchernobyl. J'avais amené entre autres dans le matériel, pour les croquis, des encres noires, des fusains, des crasses noires, du sépia, enfin des choses qui pour moi correspondaient à ce que j'allais ramener, enfin ce que j'imaginais se faire de façon, ce qu'on appelle les taches léopard, c'est-à-dire que quand il y a eu l'accident, c'était une explosion thermique, hein, c'est-à-dire que ça envoyait toutes les particules radioactives dans l'atmosphère, donc ça a créé ce fameux nuage, qui va se développer au gré des vents. La pluie va traverser le nuage et donc va précipiter les radionucléides au sol, ce qui va contaminer le sol pendant plusieurs milliers d'années. Alors, il y a des zones à l'intérieur de la zone interdite qui ne sont pas contaminées, mais vous avez des zones à l'extérieur de la zone qui peuvent être contaminées. Ce nuage, ce fameux nuage, donc, est monté sur la Pologne, la Suède. C'est la Suède qui a donné l'alerte, donc c'est-à-dire qu'il était déjà passé sur la Pologne. Ensuite, il est redescendu donc sur le Danemark, la Hollande, la Belgique. Voilà. Oui, je ne fais pas de dédicace. Je ne fais pas de dédicace. Si vous voulez une dédicace, François, il est là. Oui. C'est beaucoup. Peut-être aller sur la course de l'État, de Mala, et je suis parti sur Marne, t'as compté une mission logistique, de soutien Pas parler jusqu'à 2 heures. Ils ont fait